Bonjour, bonjour à tous. Merci Claire, merci à vous tous d'être présents. Merci aux participants d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de vous entendre et c'était très intéressant. Moi, ouais, je vais vous parler de mon roman Esprit de corps qui est paru en novembre dernier. Euh, c'est un roman qui est divisé en deux parties à peu près égales, que j'ai appelé livre 1 et livre 2. Donc, pour l'essentiel, le livre 1, ça correspond à la partie création d'un mémoire de maîtrise, et le livre 2, c'est venu s'ajouter après. Cet ajout a donc doublé le volume du roman, mais a surtout bouleversé les orientations esthétiques du projet. C'est de ce bouleversement, donc dans l'ajout d'un deuxième livre, que je veux vous parler aujourd'hui. Pour ce faire, je vais revenir sur l'évolution du projet dans le temps, selon une perspective de praticien. Donc, je vais m'intéresser surtout à la manière dont le matériau réel révèle en fait la fluidité entre les enjeux théoriques, esthétiques ou personnels de la création et les questions techniques d'écriture, de structure et de genre. Esprit de corps a commencé à prendre forme quand j'ai décidé de m'inspirer de l'armée pour écrire un roman. Pour vous mettre en contexte, quand j'étais adolescent, en secondaire 4, je me suis enrôlé comme soldat dans l'armée de réserve. La réserve, c'est l'armée à temps partiel. Les réservistes sont pleinement considérés comme des militaires. Ils sont assujettis au code de discipline militaire. Ils font exactement les mêmes métiers que les réguliers. Il y a des officiers, des membres du rang. Ils sont organisés en régiments, sont regroupés en brigades, comme l'armée régulière. Mais leur engagement est sans contrat. Les réservistes peuvent être libérés de l'armée quand ils le désirent, sans pénalité. Et c'est eux qui choisissent s'ils veulent être déployés en théâtre opérationnel ou non. En contrepartie, ils n'ont pas le droit aux mêmes avantages sociaux que les réguliers. Ils ont un salaire inférieur et ils n'ont pas la même sécurité d'emploi. La plupart des réservistes travaillent seulement quelques fins de semaine par mois et durant l'été. Ainsi, la très grande majorité des réservistes occupent également un emploi civil ou sont étudiants. Moi, j'avais 16 ans quand je me suis enrôlé dans l'armée de réserve et je suis resté jusqu'à la fin de mon baccalauréat. Tout ça pour dire que quand je suis sorti de l'armée, je voulais laisser ça derrière moi et tourner la page pour toujours. Je voulais absolument rien savoir d'écrire sur mon expérience militaire. Mais au bout d'un processus personnel, grâce à des rencontres et en prenant de la maturité, j'ai changé d'idée. J'ai même décidé que c'est dans cet univers que je voulais situer mon premier projet d'écriture. Plutôt que de fuir le monde d'où je venais, j'allais me le réapproprier. Plutôt que de le nier, j'allais le réclamer à ma manière. Sauf qu'une fois cette décision prise, je n'étais pas beaucoup plus avancé. Parce que c'est beau avoir un monde qui nous inspire, encore faut-il avoir quelque chose à faire avec. Est-ce que j'écrirais de l'autofiction, des poèmes, des nouvelles, des portraits, des récits, un roman? Quelles histoires, quels personnages inventer, quel point de vue? Est-ce que ce serait quelque chose de sérieux ou de léger? Je ne savais pas. J'ai commencé à écrire des anecdotes, des petites histoires pour me faire la main, notamment dans des cours de création, pour partir la machine à écrire. À un moment donné, j'ai trouvé que l'un de ces textes que j'avais écrit mettait le doigt dessus, non pas sur l'histoire, mais sur la posture dans laquelle je me sentais à l'aise de raconter avec l'univers militaire. L'armée prenait des allures carnavalesques, les maringouins et les animaux de la base militaire étaient de la partie, mes personnages donnaient le meilleur du pire d'eux-mêmes, et surtout, je m'amusais en écrivant. Ça a été le début du texte d'Esprit de corps. La moitié des personnages du roman sont apparus dans ces 10 premières pages. J'avais trouvé le ton, le point de vue narratif, la manière d'intégrer le parler militaire. Ça confirmait aussi que je ne ferais ni autofiction ni poésie. J'avais un univers romanesque, mais je n'avais toujours pas d'histoire à raconter. Ça a été le travail de plusieurs mois. J'avais des intuitions. Il y avait des idées que je tenais à exprimer, des émotions qui me parlaient, des expériences qui m'intriguaient. Je mesurais mes idées en essayant d'écrire des post-it. C'est un truc que j'avais trouvé au cégep en lisant le Décaméron de Boccace. Vous savez, chez les auteurs classiques, il est assez fréquent que les nouvelles ou les chapitres soient précédés d'un résumé, d'une phrase ou deux, tout juste assez long pour raconter l'histoire, mais assez court pour rentrer sur un post-it. Donc, essayer de résumer une histoire pour qu'elle rentre virtuellement dans un post-it est une manière efficace de vérifier la cohérence pratique d'une histoire. Par exemple, on pourrait résumer Mme Bovary comme la déchéance morale d'une femme la conduit jusqu'à l'adultère, puis au suicide. Ça pourrait aussi être une femme se rebelle contre les mœurs de province en commettant l'adultère, puis le suicide. Le but, ce n'est pas d'avoir un post-it qui est capable de contenir toute la complexité du projet. C'est vraiment juste un outil de travail, pas d'analyse. Il s'agit de me dire que si moi-même, je ne suis pas capable de resserrer assez ce que je veux raconter, ne serait-ce que temporairement, si j'ai besoin d'expliquer ce qui vient avant, si j'ai besoin de décrire quelque chose trop en profondeur, ou si je me mets à énumérer des idées sans être capable de les réunir en une seule,
Alors je suis encore trop diffus, je n'ai pas encore compris, trouvé l'histoire que je suis en train de raconter. Elle est peut-être juste sous mes yeux, mais elle m'échappe encore. Bref, en réfléchissant comme ça à ce qui m'intéressait, tant au niveau idéologique et narratif que stylistique, rythmique et poétique, en essayant de voir comment tout ça faisait sens, s'organisait et s'influençait, je suis arrivé à formuler une histoire. Un premier post-it pour partir la machine, disons. J'ai eu l'idée d'un personnage, un personnage de bouc émissaire. J'ai eu une idée très claire du climax final avec ce personnage. De là, j'ai trouvé les étapes qui mèneraient. 4 étapes en tout. Le groupe avant l'arrivée du bouc émissaire, son arrivée après tout le monde, sa mise au banc du groupe, puis sa passion. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire sérieusement. En écrivant, j'ai découvert que le bouc émissaire, en fait, ce n'était pas le personnage principal du roman. Il était le contrepoint d'un récit officiel. Le bouc émissaire était seulement la créature d'un groupe, une scorie de la forge où se soudrait le groupe, le résultat d'une manière de parler, d'une manière de s'habiller, d'un désir uniformisé, d'une façon de dire nous. Le personnage principal, c'était le groupe lui-même. Voilà l'histoire que j'étais en train de raconter. Réduite à sa forme la plus simple, à son post-it, c'était l'histoire d'individus qui deviennent un groupe en rejetant une bête noire. L'histoire d'un nous qui se forme grâce à la haine qu'ils développent pour un autre. C'est une histoire qui a lieu chaque jour, partout, dans des cours d'école, au travail entre des collègues, n'importe où. C'est ce qui me plaisait le plus. Ça parlait de l'armée sans être au sujet de l'armée. Mon sujet débordait de son contexte. Il parlait de l'armée pour parler d'expériences humaines que nous pouvons tous partager. J'étais content. De la même manière que ce serait réducteur et faux de dire que La Bête lumineuse de Pierre Perrault est un film sur la chasse ou sur l'Outaouais, ou que La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson est un roman sur la drogue à l'adolescence ou sur le Saguenay, je ne voulais pas que mon roman soit seulement perçu comme un roman sur l'armée. Et je pensais que l'histoire que j'étais en train d'écrire y échappait. C'est là que j'avais tort. Pour vous faire comprendre pourquoi je vous dis que j'avais tort, je vais vous résumer l'un des enjeux du chapitre 1. Cet enjeu, c'est l'exposition d'un personnage très important dans le roman. Donc, c'est l'histoire d'un sapeur qui a son crest, mais qui est seulement qualifié module 1. Il arrive sur son DP1 2 semaines après tout le monde pour embarquer sur le module d'Urbanos. Il est déçu. Il trouve que son cours est mauvais. Un soir, tandis que son cours jumeau part en marche Roxac, le sien reste dismiss sur le Tenflin. À ce moment-là, il a une illumination. Son propre cours ne paye jamais. Eux aussi devraient être en train de se faire rentrer dedans. L'avarie responsable de la médiocrité de son peloton, c'est son adjoint de cours. À cause de lui, conclut mon personnage, ils sont tous en train de passer à côté d'une expérience militaire fondamentale. Voilà, ceci est la situation initiale du personnage. Raconté de cette manière, il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas tout compris. Évidemment, j'ai fait exprès de mettre du bruit, des informations contextuelles difficiles à comprendre, à moins de très bien connaître le monde militaire. Là, évidemment, c'était artificiel, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que pour bien raconter l'histoire, je n'avais pas le choix de bien situer son contexte. Or, le contexte de mon histoire était si particulier que je n'avais pas le choix d'en raconter l'histoire aussi, l'histoire du contexte. Pour ne pas être aussi incompréhensible que dans ce que je viens de vous résumer, il fallait qu'en même temps que je raconte au lecteur la crise existentielle du personnage, je raconte l'histoire un peu plus large de ce que c'est que d'être une recrue dans la réserve de l'armée canadienne au début des années 2010. Quel cours doit-il suivre? Qu'est-ce qu'on entend par un cours? Combien de cours y a-t-il? Combien de monde sur un cours? Quelle est la structure hiérarchique de l'école? Qu'est-ce qu'un cours d'ingénieur? Qu'est-ce qu'un ingénieur de combat? Qu'est-ce que la réserve? Etc. C'est une histoire contextuelle que je n'avais pas besoin de raconter de front, mais que je devais constamment nourrir peu à peu pour informer le lectorat, pour expliquer l'action, pour enrichir la petite histoire. Si je n'avais pas raconté cette histoire moyenne, en filigrane de la petite histoire, celle du personnage, il y aurait eu un défaut de sens pour le lectorat, à moins de très bien connaître l'armée ou d'être soi-même militaire. Techniquement, j'aurais pu faire la même chose avec la grande histoire. J'aurais pu aller jusqu'à raconter la situation politique, géopolitique, stratégique, économique du Canada et de l'OTAN. Trouver un moyen d'intégrer le fait qu'au moment de mon récit, le Canada sort de la plus longue guerre de son histoire, la guerre d'Afghanistan. Nous venons tout juste de perdre la guerre. Un paradigme militaire, commencé avec les attentats du 11 septembre 2001, tire à sa fin. L'armée est dans un moment de transition. Ça aussi, j'aurais pu le raconter. Ce serait aussi venu jouer sur le sens global du roman. Or, cette grande histoire qui se joue en arrière-plan, je pouvais l'ignorer complètement. Ça n'avait presque aucune influence sur la petite histoire que je voulais raconter, celle du groupe et de son bouc émissaire. Il fallait faire des choix. J'ai décidé de la laisser globalement de côté. Évidemment, elle y est, la grande histoire. Elle y est même malgré moi. Mais moi, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur des enjeux qui ne la concernaient pas directement, des enjeux plus personnels, des questions d'identité, notamment de masculinité. Tout ça pour dire que la grande histoire, je ne l'ai pas racontée.
Mais la moyenne histoire, elle, je n'avais pas trop le choix de le faire. C'est là que mon projet était différent de la déesse des mouches à feu ou de la bête lumineuse. Perrault n'avait pas besoin de raconter en quoi consiste chasser, nous expliquer qu'un fusil est plus puissant qu'un arc, que ce n'est pas de la chasse de subsistance, qu'un orignal est un gros cervidé, qu'il faut un permis de chasse, etc. Geneviève Peterson n'avait pas besoin de nous expliquer le fonctionnement d'une polyvalente, les droits et les responsabilités des adolescents mineurs, la différence entre une maison et un chalet. Mais qui connaît la différence entre un major, un sergent et un sergent-major? Qui connaît les différents métiers militaires? Qui connaît les règlements d'une base militaire? J'ai connu plein de gens qui ne savaient même pas c'était quoi le génie militaire ou l'armée de réserve. Tout ça, c'est une histoire que je n'avais pas le choix de raconter. C'est aussi un travail que, je l'admets, j'avais en partie refoulé. Je l'évitais. L'armée est un univers où le poids des représentations préexistantes est très lourd. Même si on n'en est pas fan, les films de guerre ou les jeux de guerre, voire les romans de guerre, nous ont tous mis en tête des images très précises de ce qu'on croit être l'armée, et parler de l'armée revient toujours à naviguer entre ces icebergs. En outre, je voulais éviter la posture du pro, ce que je ne suis pas, et je ne voulais pas avoir l'air de parler au nom de tous, ce que je n'ai pas la légitimité de faire. C'est sans compter qu'avec l'armée, on dirait qu'il faut toujours être pour ou contre. Bien sûr que fondamentalement, j'ai des opinions et des valeurs qui penchent plus vers le contre ou vers le pour, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-dedans? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant si ça transparaît, nécessairement que ça transparaît, sans qu'on en fasse le sujet principal? Enfin, moi, je n'ai jamais été un fan de films ou de jeux de guerre. Je n'ai jamais tripé sur les chars d'assaut, sur les guerres mondiales, sur les armes ou les avions de guerre. Je reviendrai sur tout ça à la fin de mon exposé, mais dans le moment, je voulais seulement vous dire que je savais que ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Ça m'énervait et ça m'ôtait le goût de raconter la moyenne histoire, de raconter c'est quoi être un soldat dans l'armée canadienne. Je n'avais pas envie de raconter l'armée. Donc, pour ne pas m'embourber dans cette impasse, par réflexe de survie pour écrire, j'ai fait comme si le problème ne se posait pas. J'ai raconté le strict minimum des éléments contextuels qui étaient nécessaires pour raconter mon histoire. D'ailleurs, je tenais à ce côté un peu rentre-dedans, un peu étourdissant de l'univers militaire, parce que c'est comme ça que ça se vit quand on se plonge dedans. Il n'y a personne pour tout expliquer tout gentiment. Au contraire, les instructeurs veulent te casser pour te faire rentrer dans le moule. Et c'est dit comme ça et c'est complètement assumé. C'est d'ailleurs un élément esthétique majeur du roman. Ainsi, j'ai raconté ma petite histoire, j'ai raconté le moins possible la moyenne histoire et j'ai laissé aller la grande. Je croyais avoir fini, j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai reçu une réponse positive, je me suis assis avec mon éditrice et par le Georges, c'est là qu'elle me suggère de doubler le volume du roman. Donc, mettez-vous à ma place. J'étais quand même pas pour dire non. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'elle avait raison. Mais quand j'ai accepté de le faire, je ne savais pas encore comment je m'y prendrais ni ce que ça impliquerait et j'étais surtout découragé. Cela dit, je comprenais parfaitement pourquoi elle me demandait ça. La formation pendant laquelle les recrues réservistes apprennent le métier d'ingénieur de combat dure en tout 14 semaines, de fin mai à fin août. Mon roman se terminait à la semaine 17, au beau milieu de l'été, au beau milieu d'un module. Du point de vue de la petite histoire du groupe qui se forme et de son bouc émissaire, l'histoire était finie. Mais du point de vue de la moyenne histoire que j'avais été obligé de raconter pour contextualiser la petite, l'histoire s'arrêtait de manière complètement arbitraire in media res. Après 7 semaines, la machine militaire était enfin parvenue à forger un groupe. D'accord, maintenant quoi? Est-ce que je ne fais pas la pousser jusqu'au bout? Donc, comme je vous ai dit, j'ai décidé de relever le défi. J'ai décidé de raconter l'histoire jusqu'à la fin de l'été, repoussant la fin du roman de 7 semaines. J'ai dû me trouver une nouvelle histoire, un nouvel arc principal, un autre post-it, si on veut, qui me menait jusqu'à la fin. Puis j'ai écrit la deuxième partie. Donc, côté méthode, la deuxième partie a été créée à peu près avec la même manière, la suite d'une même démarche. Mais à l'intérieur de cette méthode, toutes les unités de mesure, si on veut, avaient changé. Quand j'ai écrit le livre 1, la petite histoire et ses enjeux narratifs, poétiques et rythmiques étaient le point de départ à partir duquel je formais le cadre spatio-temporel du roman. C'est pour cette raison qu'il se terminait au beau milieu de quelque chose. Quand est venu le temps d'écrire la deuxième partie, c'était l'inverse. C'était le cadre spatio-socio-temporel qui était le point de départ à partir duquel je formais la petite histoire et ses enjeux esthétiques. Ça peut avoir l'air de rien, mais en fait, ça a complètement changé l'esthétique générale du roman. Quand j'ai envoyé la nouvelle version du manuscrit doublé en longueur à mon éditrice, je lui ai écrit dans le courriel que dans la première moitié, j'avais cherché à être le plus libre possible et que dans la deuxième, j'avais essayé d'être le plus généreux possible. C'était une question de ressenti plus qu'autre chose parce que
on écrit en essayant d'être attentif à ce qui se passe, on ne peut pas tout prévoir. Je n'étais pas encore capable de comprendre tout à fait ce que je voulais dire par liberté et générosité. Mais je trouve qu'avec la distance, puis avec ce que je viens de vous raconter, on voit bien ce que je voulais dire et on voit bien pourquoi j'ai passé de la liberté à la générosité. Quand j'ai écrit la première partie, j'avais besoin de me sortir de la prison des discours militaires qui préexistaient et du cadre militaire lui-même trop rigide pour être capable d'écrire mon propre roman, quelque chose de personnel, d'imaginatif et de plaisant. J'avais besoin de liberté. Je m'étais permis toutes les fantaisies. C'était presque un statement. J'en avais besoin dans le moment pour définir mon terrain de jeu. Dans la deuxième partie, en raison des contraintes qui s'imposaient cette fois de l'extérieur sur mon storytelling, je n'avais pas le choix de reconsidérer mon terrain de jeu et de laisser plus de place au réel. Je ne pouvais plus me défiler. Je devais maintenant me soucier d'une certaine fidélité. Je parle ici de fidélité à la moyenne histoire, au réel, pas de fidélité à l'armée. Quand je parle de réel, je l'utilise aussi entre guillemets avec toute la complexité que le mot peut avoir. D'autant plus que la question du réel dans l'armée, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est une pose, du jeu, de la posture, de l'exercice, de ce que c'est qu'un scénario, du théâtre, de la propagande, du brouillard de la guerre, des euphémismes jargonneux, tout ça, c'est extrêmement complexe avec l'armée, spécialement dans l'armée de réserve. C'est d'ailleurs aussi un enjeu du roman. Quand je parle de fidélité, enfin, je ne veux pas dire factualité nécessairement. Parfois, une déréalisation narrative peut être plus fidèle à certains aspects du réel qu'une notation scrupuleuse. Mais c'est cette quête de fidélité qui m'a donné l'impression d'être plus généreux parce que plus réaliste, et ce, tant en écrivant la deuxième partie qu'en retravaillant la première. Sans abandonner ma liberté, j'ai moins gardé mon expérience pour moi. J'en ai donné. J'ai révélé un peu plus au lectorat sur quel monde je m'appuyais, un monde que je n'ai pas choisi, mais qui est celui d'où je viens et d'où j'écris. J'ai donné plus d'outils pour comprendre, je lui ai fait plus confiance et c'est devenu plus autofictif au sens où j'ai assumé que c'est écrit et que ça ne pouvait que s'écrire à partir d'événements, de faits et d'expériences réelles. Mais ce n'est pas de l'autofiction dans l'acception la plus courante du terme parce que ce réel se concentre dans la moyenne histoire et très peu dans la petite. Au fond, peut-être que c'est ça du réalisme, hein, de l'autofiction de la moyenne histoire. Donc, je récapitule. Je voulais écrire un roman dans l'univers militaire sans écrire au sujet de l'univers militaire. Or, en racontant ma petite histoire dans l'univers militaire, je me suis aperçu que je n'avais pas vraiment eu le choix de raconter les grandes lignes d'une moyenne histoire sur l'armée de réserve. L'opposition que je faisais entre le cadre de l'histoire et l'histoire elle-même était artificielle, voire nuisible à mon projet. L'opposition entre le monde et l'intrigue, entre le réel et la fiction, me faisait pédaler dans le beurre et avancer à moitié. Cela dit, je n'étais pas complètement fou non plus. Cet inconfort que j'avais était causé par un vrai problème que je prenais simplement par le mauvais bout. Mon hypothèse, c'est que c'est une question de genre. Et ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé plus tard en lisant Robert McKee. Je voulais écrire un roman militaire, ce qui ne veut rien dire génériquement, sans écrire un roman de guerre. Et ça, c'est un genre, la fiction de guerre. C'est ce genre qui explique le poids des représentations dont je parlais plus tôt. On pense fiction de guerre et plein d'histoires, films, livres ou jeux vidéo nous viennent en tête. Or, l'univers militaire appartient à la fiction de guerre. A priori, donc, mon projet était une impasse générique. On peut difficilement parler de l'armée sans parler de la guerre, sans l'évoquer. Ce serait comme ôter la deuxième moitié de Full Metal Jacket. Quand on aborde n'importe quelle œuvre d'art en lien avec l'armée, on s'attend à ce que ça finisse par montrer les combats. Ne pas le montrer risque d'être une faute générique, presque. On veut du feu et de l'action, du sang aussi, idéalement. C'est quand les militaires débarquent enfin sur le champ de bataille qu'on entre enfin dans le vif du sujet, que tombent les illusions et qu'on découvre derrière les apparences, les grades et les appartenances des personnages qui est qui et qui vaut quoi et ce que c'est que la guerre. C'est aussi là qu'on peut vraiment savoir ce que l'artiste pense de l'armée, car personne n'est pour ou contre l'armée, c'est pour ou contre la guerre qu'on prend position. Ainsi, dans notre horizon d'attente, l'armée sans la guerre, c'est une image incomplète. Montrer l'armée, c'est promettre de montrer la guerre. À contre-courant, moi, je voulais prendre un univers qui appartient à la fiction de guerre, le monde militaire, pour l'amener ailleurs qu'à la guerre. D'un point de vue publicitaire, on pourrait dire que c'était une catastrophe assurée. Mon projet avait le potentiel d'attirer les tripeux de fiction de guerre, mais il les décevrait. Il n'attirerait probablement jamais les tripeux d'autres choses parce qu'ils penseraient, eux, que c'est un roman de guerre, même si ce n'en est pas un. Quant aux tripeux de n'importe quoi, curieux, ouverts d'esprit, qui oseraient lire mon roman en dépit des apparences, ils risqueraient de se perdre parce que ce serait trop un ovni. C'est là que ça boguait. C'est un problème de cadrage avec les codes génériques et les attentes du lectorat.
C'était carrément un enjeu de vraisemblance et d'autorité narrative. Je commençais dans un genre, le roman de guerre, et je voulais aller ailleurs. Un tel recadrage n'est pas impossible, mais il doit se justifier naturellement pour le lectorat, sinon il paraît malhabile ou incohérent. Dans Esprit de corps, c'est l'ancrage de la moyenne histoire dans le réel qui a donné la vraisemblance pragmatique à ce chevauchement générique. J'ai pu écrire sur l'armée sans écrire sur les combats parce que ça correspond à une expérience vécue. La moyenne histoire est venue dire je vous amène ailleurs que dans le genre de fiction de guerre, parce que respecter le cadre générique trahirait une réalité. C'est une réalité surprenante qui est loin de signifier que la guerre n'existe plus ou qu'elle a fondamentalement changé. Au contraire, c'est une réalité qui parle de la guerre différemment, mais c'est une expérience vécue qui réclamait d'elle-même un recadrage générique. Le glossaire à la fin du livre et l'avertissement du début ont une fonction semblable aussi, hein, d'établir une vraisemblance et une autorité narrative. L'enjeu n'était pas tant de rendre le livre déchiffrable, on n'a pas besoin du glossaire pour comprendre le roman, ou de réclamer une posture d'écrivain. Comme l'ancrage dans le réel, c'était simplement des dispositifs supplémentaires qui permettent à la transgénéricité du roman de bien passer à la lecture. Ce sont d'ailleurs des procédés assez courants dans l'histoire littéraire. Voilà, c'est ça pour moi. Merci beaucoup. On va donc passer à Pedro Pires, puis Jean-François, tu vas rester avec nous pour poser des questions à Pedro Pires, puisqu'au départ, c'est toi qui a proposé sa participation à cette journée d'études. Alors, après avoir collaboré avec François Girard et Robert Lepage, Pedro Pires est lauréat d'un Emmy Award en 1998, a réalisé les courts-métrages Danse macabre en 2008, qui a remporté 43 prix internationaux, et Hope en 2010, qui a remporté le prix Téléfilm Canada du meilleur court-métrage canadien. En 2012, il s'est associé à Lepage pour co-réaliser le long-métrage Triptyque. Le film a reçu une mention honorable du jury œcuménique à la Berlinade. En 2019, il sort ce premier long-métrage documentaire, Alexandre le Fou, pour lequel il a agi en tant que producteur, scénariste et réalisateur. Le film a remporté le prix du meilleur montage dans un long-métrage documentaire au Canadian Screen Awards 2020 et a également été nommé pour la meilleure photographie et le meilleur film. Je précise pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu que le film est visible sur le site de la BLSH. Voilà. Alors, Pedro Pires, est-ce que je vous laisse la parole? Bonjour. Écoute, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ça me fait drôle parce que je n'étais pas un très bon étudiant en littérature à l'époque. Puis là, je me retrouve dans une classe de littérature. Alors, j'ai tout ça sur un post-it. Là, ça ne durera pas longtemps. J'espère que vous avez des questions. Alors, on va commencer. Il y a des similitudes avec Jean-François, par exemple. J'ai noté travail parce que moi, j'ai été préposé aux bénéficiaires à l'époque quand j'avais 18 ans environ, pendant presque 5 ans. Et c'est là que j'ai connu le monde de la psychiatrie et la schizophrénie et tout ça. Et j'ai été vraiment, ça m'a vraiment fessé, là. J'ai découvert un monde poétique où il y a de l'humour, où il y a des choses vraiment fascinantes sur l'humain. Puis je m'étais dit, je vais faire un film là-dessus un jour. Mais comme je suis très mauvais avec les mots et donc je ne pouvais pas écrire. Puis je ne voulais pas non plus écrire quelque chose. Je voulais montrer la vraie vie de ces gens-là. J'étais comme pris avec un espèce de dilemme où d'un bord, j'ai la fiction, de l'autre bord, j'ai le documentaire objectif où je vais filmer des gens, puis je vais les laisser évoluer, puis je vais coller tout ça, puis ça va finir par faire un récit, cohérent ou pas. Puis là, j'avais le goût d'aucun des deux. Je voulais écrire un film avec la vraie vie. Alors, je voulais suivre une espèce de structure du parcours du héros de Joseph Campbell où on remplit toutes les cases. Mais donc, c'était comment les amener à me donner ce que j'ai besoin pour faire ce film-là sans que j'aie à l'écrire. Alors, c'est ça. J'ai vu ce film-là un peu comme, si on compare le cinéma à la sculpture. La sculpture dans la pierre, pour moi, c'est comme la fiction. Où tu t'en vas chercher là, ton idée et tu la tailles dans la pierre. Et de l'autre côté, la sculpture par récupération, où tu accumules des morceaux et tu donnes un sens à ça. Donc, pour moi, c'était comme
C'était un peu comme la sculpture de Picasso. J'avais ça dans ma demande de subvention aussi, la tête de taureau. C'est comme 2 morceaux que tu trouves, puis tu fais, ah, tiens, on dirait une tête. Hein? Puis tu fais un taureau avec ça, puis donc tu donnes un nouveau sens à ce que tu trouves, mais c'était pas prévu. Il y a une partie qui vient pas de toi. Donc, comme disait Picasso, travailler avec la nature plutôt que d'après la nature. Fait que c'était un peu ça que j'ai essayé de faire avec ce film-là. Et ça a été très long. J'ai passé 4 ans à filmer ces gens-là. J'ai fait d'autres projets aussi à travers. J'ai pas juste fait ça, mais c'était comme un projet un peu une fois ou 2, 3 mois, j'allais filmer les gens. J'allais filmer Alexandre à Québec avec les gens du Bloc. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en gros. J'ai essayé de pousser les récits comme je pouvais, mais au début, j'ai essayé de leur faire dire des choses et ça sonnait toujours un peu faux. Je me suis dit, OK, non, ça ne marche pas. Donc, j'ai essayé de faire des amalgames, comme par exemple, il y avait un personnage dans le bloc. Avez-vous vu le film ou avez-vous vu certaines images du film? Parce que peut-être que plus tard, je peux faire Tout le monde l'a vu, donc on peut peut-être expliciter un petit peu de quel milieu il s'agit pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est ça, c'est un bloc sur Charest à Québec où il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale et il y a Alexandre qui habite dans ce bloc-là qui est un peu sur une espèce de ligne difficile à saisir où il a l'air tout à fait bien, puis heureux, puis beau bonhomme, puis tout ça, mais il prend une médication. Là, jusque-là, s'il arrête ça, il se ramasse à l'hôpital. Fait que lui, il se sent bien par rapport aux autres qui sont beaucoup plus affectés. Fait qu'il est vraiment sur une ligne intéressante parce que quand on le suit, on se demande pourquoi il prend des pilules, ce gars-là, il va bien, puis tout ça, puis on s'identifie à lui. Puis le jour où il arrête, il se ramasse à l'hôpital. Donc, on joue avec cette ligne-là, puis on essaie de voir c'est quoi la vie de ce gars-là. Et donc, voilà. Et donc, avec Alex, ce que je pouvais faire, je l'ai fait au niveau de l'écriture, entre guillemets. Par exemple, j'ai dit à Alex, dans le film, Yvon, qui est un personnage un peu étrange qui vit dans le bloc, c'est ton ami. Parce que je trouve que vous avez une dualité qui est intéressante. Lui, c'est le grand sophistiqué. Yvon, c'est l'espèce de petit trapu un peu raw, là, comme on dirait. Puis j'ai dit, bon, ben, dans le film, c'est ton ami. Il dit, ouais, moi, c'est pas mon ami, là, je veux pas être son ami. J'ai dit, ben, c'est pour ça qu'il va être ton ami dans le film. C'est parce que tu veux pas qu'il soit ton ami. Alors, Yvon va toujours venir t'achaler, il va venir chez vous, etc. Et donc, j'ai pu pousser un peu l'histoire comme ça quand j'ai découvert qu'il y avait une grand-mère. Tu as une grand-mère à Paris. Bon, là, on a fait des enregistrements, on est allé la filmer à Paris, etc. Fait que j'ai essayé à force d'accumuler des trucs comme ça, j'ai réussi à commencer à construire une histoire un peu. Puis là, ça me prenait une crise, ça me prenait tous les éléments pour faire une fiction. Donc, c'est très, très long. C'est comme faire une fiction à l'envers. Tu commences par la fin, puis là, tu essaies d'accumuler les bouts. Et donc, voilà, ça a été assez périlleux, tout ça. Puis, et donc, recycler le réel, c'était ça pour moi. C'était comment je peux arriver à prendre ce qu'eux me disent et lui donner une autre fonction, comme la sculpture par récupération. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Je vérifie ici un peu les choses. Puis j'ai beaucoup de métaphores visuelles aussi dans le film qui sont un peu comment utiliser, parce que j'avais pas grand-chose. J'avais un appart blanc avec un chat, une coupe de paires de bottes, puis tu sais, c'était pas beau, c'était pas facile de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Donc, Alex, c'est quelqu'un qui est devenu schizophrène il y a 10 ans sur un bateau en mer de Chine. On a fait une audition à Robert Giffard pendant toute une journée de temps. À la fin de la journée, arrive ce personnage en veston avec sa pipe, ses lunettes de Woody Allen, puis wow, là, comme flamboyant. Puis là, il nous raconte son histoire. Je suis parti en mer de Chine, je suis devenu fou, puis tout ça. Puis là, OK, bon, ben, on va essayer de suivre ce personnage-là. Et voilà, c'est donc notre première rencontre avec Alex. Et à partir de ça, ben, on a commencé à travailler régulièrement. Donc, il y avait beaucoup pour moi, le bateau était super important
Puis j'avais besoin d'une crise, puis j'avais besoin de faire des liens avec, parce que lui, il est parano, il est enfermé chez lui. Je m'identifiais un peu à lui aussi. J'étais quelqu'un d'assez ermite là, dans mes affaires, donc je trouvais que c'était un bon véhicule là, comme personnage pour m'identifier aussi. Et donc, dans son appart, il y a, par exemple, il écoute des disques vinyles de jazz régulièrement. Donc, je me suis dit, ah ben ça, je vais me servir de ça pour faire comme s'il veut cacher les voix. Donc, le film commence avec, on entend crier dans le corridor où on ne sait pas trop c'est où. Il se lève, il se fait un café, il met le disque pour cacher les voix, puis il se sert de ce procédé-là plusieurs fois dans le film. Il y avait l'œil de bœuf de la porte et le baromètre et l'aspect du building qui est un peu comme en stainless pointu avec des balcons qui rappellent un peu les cabines sur un paquebot. Donc, tout ce qui faisait paquebot, j'ai essayé de focusser là-dessus. Dans sa crise, à un moment donné, il y a un coupe-pilule qui est fait comme un peu triangulaire. Qui rappelle le bateau. Donc, j'ai fait plein de liens comme ça pour essayer de vraiment d'être focusé sur l'histoire d'Alex avec le peu que j'avais. Puis tout ce qui pouvait générer des liens avec l'histoire était bienvenu. Je ne sais pas si je peux me promener dans le film, montrer des images en parlant ou on reste comme ça. Puis, Oui, je pense que c'est possible si tu veux. Si tu avais prévu de montrer des images du film, c'est tout à fait possible. Sinon. Je peux peut-être essayer de voir juste comme ça. Donc, ça, c'est le début, donc, avec... il se réveille. Donc, ça, c'est son frigidaire. C'est son vrai frigidaire, là. Donc, on est dans la vraie vie, là. C'est pas de la fiction. Et donc, il met de la musique pour cacher les voix ici. Le baromètre qui va revenir plusieurs fois. Puis, donc, il y a vraiment une partie qui est fictive, mais c'est toujours, comme par exemple, c'est pas son vrai psychiatre, mais c'est un vrai psychiatre et c'est une vraie séance, comme si je leur dis pas ce qu'ils ont à dire. Ils se parlent, il fait donc l'analyse du patient. Et ce personnage-là du psychiatre avait tendance à écrire beaucoup, beaucoup pendant les séances. J'ai dit, faites-vous toujours ça? Il dit, oui, moi, je remplis des feuilles. Donc, je me suis servi de ça. Je me suis dit, bon, on va faire 3 séances de thérapie où de plus en plus d'écriture remplissent la feuille jusqu'à dessiner des personnages puis des trucs pour la crise un peu plus loin dans le film, où on ne sait plus si c'est Alex qui hallucine ou si c'est le médecin qui fait ça pour vrai. Toujours basé sur des choses qui sont arrivées dans la vraie vie comme ça, par hasard, par accident. Donc, il y avait ça, il y avait donc l'œil de la porte ici avec un instant. Première séance de thérapie. Donc, la grand-mère à Paris qui prie pour qu'il rencontre une fille et des flashbacks de bateau qu'on a refait et des liens donc visuels entre les éléments du bateau et des éléments du bloc. Donc, ça, c'est Yvon, le personnage en question. Donc, j'essaie de l'accabler de détails qui rappellent le bateau pour l'amener dans sa crise avec le peu que j'ai. Donc, c'est un peu... il y avait des éléments, par exemple, un peu étonnants comme ça. Il rencontre une jeune femme dans le récit, pour vrai, donc ça a été vraiment sa copine, qui était végétarienne, mais extrême. Donc, j'ai essayé de contraster ça avec le père qui lui sert des belles brochettes d'orignal saignantes. Donc, il y a comme toujours une espèce de conflit. J'ai vraiment essayé que dans chaque scène, il y ait du conflit, même s'il est minime. Faut qu'à partir du moment où j'ai fini d'établir mes trucs au début, il faut toujours qu'il y ait une confrontation, soit avec la grand-mère, soit avec lui-même.
Puis c'était ça l'important. Plus on avançait dans le récit, plus les scènes étaient courtes pour amener une espèce de pression qui va le faire snapper pour se ramasser à l'hôpital. Donc, j'ai eu le reproche que le film était un peu court, effectivement, 1h04, mais c'était comme une façon de le monter pour que ça soit efficace. Bon, des liens avec le bateau ici. Ça, c'est son balcon où il habite, mais vu que je suis penché et qu'on ne voit pas les édifices en face, ça donne à penser qu'il est sur le bateau encore. Il écrit à son fils des flashbacks de bateau qu'on est allé faire à Rivière-du-Loup. Donc, je suis allé filmer la salle des machines et tous les éléments où il y a des cadrans avec les aiguilles, la pression. On sent que ça va exploser. Je me suis servi de ça pour illustrer son état d'âme. Plus on approche de la crise, plus il y a des éléments de bateau qui rappellent une pression qu'il subit. On est allé tourner à Robert Giffard et 2 fois. Donc, chez le psychiatre. J'ai utilisé beaucoup d'éléments audio où il était en crise pour vrai. Je me suis servi de ça comme voice-over pour nourrir d'autres séquences où, par exemple, je lui demandais de jouer un personnage en psychose. Donc, ici, on l'entend ruminer sur les médicaments, puis les corporations, puis les congrès, puis la pharmacologie, puis c'est vrai ce qu'il dit. Donc, moi, l'important, c'était que ça soit vrai. Si c'est stagé, il faut quand même qu'on y croit. Et comme ce n'est pas des acteurs, je ne peux pas leur demander quoi jouer, mais donc, c'est toujours un peu de la triche, mais pour révéler la vérité chez ces gens-là. Donc, des séances de thérapie. Donc ici, le coupe pilule. Donc, il écrit comme une lettre de suicide. L'élément qu'on voit depuis le début devient donc rappelle le bateau. Le bateau rappelle les pilules en close-up. Donc, c'est comme si le lieu, c'est le retour au bateau, c'est le navire qui coule, c'est l'édifice inondé. L'édifice redevient un bateau au moment où sa crise est à son apogée. L'idée de se suicider en bas de son building est associée à l'idée de se tirer en bas du bateau qu'il nous a révélé plus tôt. Alors, il y a 10 ans, il voulait se lancer en bas du bateau. Il ne l'a pas fait à cause de son fils. Une goutte d'eau qui devient, dans sa perception, un océan. C'est toujours une espèce de jeu d'images et de métaphores visuelles le plus possible. Donc, à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, il découvre un livre et je l'ai découvert avec lui, une espèce de livre où il y a différentes images de patients, dont une double image comme ça d'un patient qui est très mal en point et qui se soigne. Donc, il est face à son espèce de... Après sa crise, sa renaissance, il y a donc, dans cette image-là, le choix qu'il doit faire. Il peut soit être un déchet, soit dans sa tête être quelqu'un de respectable. C'est à lui de faire le choix de ça. Et il sort de l'hôpital et il sera maître des deux mondes. Il retourne dans son appartement, tout est propre, il écrit à son fils et il s'en va le rejoindre dans un lieu public, ce qui n'est pas facile pour lui. Donc voilà, je voulais juste montrer quelques images pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour voir un peu l'esprit des métaphores visuelles. Parce que moi, je suis un gars d'images plus que de mots, comme vous voyez. Alors, je vais répondre aux questions.